Matt, pour changer de sujet et parler du conflit en Ukraine, Donald Trump, sous son administration, avait décidé que si la Russie n'acceptait pas la soi-disant proposition de paix, des sanctions seraient imposées à Moscou. Il semble que la nouvelle rhétorique, la nouvelle ligne, soit qu'il faut accorder à l'Ukraine les garanties de l'article 5, la garantie de l'OTAN à l'Ukraine. Pourquoi est-il si difficile de comprendre qu'une Ukraine neutre, sans implication militaire de l'OTAN ni des Européens, serait plus prospère, s'en sortirait mieux? Elle se trouvait dans cette position avant le début de la guerre et elle pourrait y revenir après un éventuel accord en Ukraine. Il n'est pas nécessaire de rejouer toute la partie. Le problème en Ukraine tourne autour de l'OTAN et pourtant nous voilà encore avec l'OTAN au centre. Je ne vois pas cela changer. Il semble que cette guerre va simplement continuer indéfiniment. C'est insensé. Vous savez, je veux dire, tout d'abord, il y a deux grands États neutres au cœur de l'Europe, l'Autriche et la Suisse. Jusqu'à récemment, la Finlande aussi était un État neutre. L'Ukraine avait inscrit dans sa constitution, lorsqu'elle a quitté l'Union soviétique, qu'elle serait un État neutre. Ces dirigeants européens, ainsi que les Américains, car une grande partie du Parti républicain et la majorité du Parti démocrate, considèrent encore cette guerre comme une guerre juste, n'est-ce pas? Pour eux, l'idée d'une neutralité ukrainienne serait une défaite. Cela contredit tout le récit selon lequel la Russie aurait déclenché cette guerre parce qu'elle est une puissance impériale déterminée à reconstituer l'Union soviétique. Poutine est le prochain Hitler, n'est-ce pas? Je veux dire maintenant, il faut dire que ce récit n'était pas exactement vrai auparavant. Et nous avons fait la paix avec des gens avec qui, pendant des années, nous disions qu'il était impossible de faire la paix, qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. C'est une chose très difficile à faire quand on s'est essentiellement enfermé dans un tel coin. Vous savez, l'idée de neutralité signifie aussi que vous avez perdu une partie de l'échiquier, que vous avez perdu une portion de la carte qui n'est plus de votre couleur. Je veux dire, on retrouve cette façon de penser non seulement dans les affaires d'Amérique latine, non seulement dans celles du Moyen-Orient, mais certainement en Europe, où elle domine vraiment, où l'on trouve encore des hommes et des femmes qui sont encore une fois des disciples de Kissinger et de Brzezinski. La vision des Européens, de la direction européenne telle qu'elle est façonnée par l'héritage de leur rôle de principaux vassaux des États-Unis. J'ai vu l'autre jour un commentateur les qualifier de puissance suppléante, en quelque sorte les adjoints de l'Empire. Et donc aujourd'hui, perdre ce statut, perdre ce rôle, ainsi que l'idée que c'était notre fief, notre continent, et que nous en perdons une partie au profit d'une autre puissance, est perçu comme une défaite existentielle, une grande défaite, quelque chose pour laquelle il devrait aller jusqu'à faire la guerre. La semaine dernière en particulier, que ce soit les Allemands, les Français ou les Britanniques, on a entendu le chef de l'armée britannique ou des forces armées britanniques dire récemment quelque chose comme « le peuple britannique va apprendre ce que le mot sacrifice signifie vraiment ». Ce langage dramatique, cette rhétorique, cette peur entretenue pour galvaniser les peuples européens, afin d'empêcher quoi? Au juste. Que l'Ukraine devienne neutre. Afin d'empêcher quoi? La répétition de la neutralité réussie de l'Autriche et de la Finlande pendant la guerre froide. Là, tu sais, la répétition, le succès de la neutralité suisse et scandinave pendant très longtemps. Oui, je veux dire, bon, c'est ça qu'on doit... Tu sais, le général français disant au peuple français, « Vous devrez laisser mourir vos enfants », ou peu importe quelle remarque ridicule Merz a faite la semaine dernière. Je suis sûr qu'il en a fait une autre aujourd'hui. Il y a aussi le Britannique.
Oui, le Britannique, enfin oui, comme je l'ai dit, l'armée britannique disant que le peuple britannique devra apprendre ce que le sacrifice signifie vraiment, pour paraphraser ses propos. Donc juste la peur, n'est-ce pas? Le désespoir, l'idée que cette guerre touche à sa fin. Et c'est là que nous avons mis tous nos œufs, c'est le fameux panier d'œufs. Et nous sommes en train de perdre cela. Et ça signifie énormément. Ça signifie la perte de notre identité politique. Cette perte signifie une perte de notre pouvoir, pas seulement sur le continent. Mais vous savez, pour ces gens-là, l'idée de crédibilité est tellement importante. Les Européens l'utilisent de la même manière que les Américains. Si l'on se souvient, tout au long de la guerre d'Irak, de la guerre d'Afghanistan ou d'autres conflits, pourquoi les États-Unis ne pouvaient-ils pas se retirer d'Irak? Pourquoi ne pouvions-nous pas quitter l'Afghanistan? Pourquoi ne pouvons-nous pas sortir de Syrie? Oh, parce que nous perdrions en crédibilité. Et les Européens disent la même chose. La myopie dans laquelle ces gens vivent, leur vision du monde limitée, la bulle dans laquelle ils se trouvent, est tellement détachée de la réalité du reste du monde. Et encore une fois, ils sont simplement enfermés ou fascinés par leurs propres convictions qu'ils participent aux grandes décisions de l'histoire. Vous savez, ce sont des hommes et des femmes qui se considèrent comme des figures historiques. Ils ressemblent au général de Tolstoï, n'est-ce pas? Que sans Ursula von der Leyen, il n'y aurait pas d'Europe. Sans Friedrich Merz, à cette époque et dans ce contexte, il n'y aurait ni rajeunissement, ni régénération, ni renforcement de l'Allemagne. Dieu seul sait ce que Keir Starmer pense être. Bon, donc si on met tout cela ensemble, on se dit, d'accord, on comprend comment ils font presque tout ce qu'ils peuvent pour gâcher ou saboter la possibilité de mettre fin à cette guerre horrible, meurtrière et impossible à gagner. Et je suis d'accord avec vous. Je veux dire, je pense que cette situation va continuer. Je ne fais pas partie de ceux, comme on le sait, qui croient que les Russes vont en finir d'ici mars. Tu sais, je pense que si toi et moi parlons encore de ça à la même époque l'année prochaine, Dieu nous aide. Il ne faut pas que ça s'aggrave, que ça ne s'étende pas. La Turquie vient tout juste d'abattre un drone l'autre jour qui se dirigeait vers son territoire. L'idée que tout cela puisse prendre de l'ampleur, eh bien peut-être que ça ne se passe pas comme on le craignait il y a 3 ans, 2 ans ou même l'an dernier. Mais cela ne veut pas dire que cette possibilité n'existe pas, n'est-ce pas? Et il serait insensé de croire que simplement parce que cela ne s'est pas encore produit, cela ne se produira pas. Donc oui, la seule chose que je dirais à propos de tout cela, c'est que certains des commentaires faits cette semaine contredisent clairement l'hystérie des Européens. Tu sais, je veux dire, les commentaires que Merkel, la chancelière allemande, a fait l'autre jour à propos de la proposition américaine étaient vraiment remarquables. L'idée que ce processus n'a pas été bloqué, qu'il s'agit d'un va-et-vient, les Américains parlant aux Russes et aux Ukrainiens, puis de nouveau aux Russes. Les Européens y participent aussi. Mais je pense que dans les faits, Zelensky est allé à Berlin cette semaine et leur a dit, en substance, que la partie était terminée. Qu'il savait qu'il n'avait ni les moyens, ni les comptes bancaires, ni les usines d'armement, ni la volonté de poursuivre ou de gagner cette guerre pour eux. Et donc, la réalité, c'est la dégradation continue de mon pays, la destruction persistante de son peuple et de sa terre. On ne peut pas arrêter cela. Je pense que c'est ce qui s'est produit. Il y a une prise de conscience que cette guerre est véritablement impossible à gagner, que les Américains sont sérieux dans leur volonté d'y mettre fin. Et encore une fois, même si dans un an nous en parlons toujours, cela signifierait simplement que les Russes ont gagné plus de terrain, que davantage d'infrastructures ukrainiennes ont été détruites, que plus d'Ukrainiens sont morts, que plus de Russes sont morts, et qu'il existe un grand risque que la guerre s'intensifie ou s'étende. Toutes ces choses restent vraies.
Mais il y a aussi une possibilité d'effondrement, que le gouvernement ukrainien se retrouve à court d'argent, n'est-ce pas? Et je pense que c'est le point essentiel, surtout parce que les Européens ne semblent pas capables de trouver un plan pour résoudre les problèmes budgétaires de l'Ukraine sans voler les Russes. Maintenant, plusieurs pays européens s'y opposent, dont l'Italie, car c'est un vol pur et simple. Mais cela comporte aussi de graves conséquences pour les Européens en cas de représailles russes. Donc je pense que cette semaine, ou pendant le week-end qui l'a précédé, la prise de conscience s'est vraiment installée. La partie est terminée. Si nous ne saisissons pas cette occasion, la suite sera pire que les 4 dernières années que nous avons vécues. En réalité, l'Associated Press a rapporté que l'Ukraine est au bord de la faillite. Selon le Fonds monétaire international, elle aura besoin d'un total de 137 milliards d'euros en 2026 et 2027. Vous savez, cela ne cesse d'augmenter. Et quand on regarde la situation en Europe, ils ne sont pas dans une bonne position en ce moment. Je suppose que la majeure partie du fardeau repose sur les épaules du peuple allemand. Et qui va fournir une telle somme d'argent? Je ne vois pas Donald Trump le faire. Non. Il veut tirer profit de l'Europe. Il ne va rien donner à l'Europe pour aider à poursuivre la guerre en Ukraine. Non, la seule façon pour les Américains d'y investir de l'argent, c'est s'ils peuvent en retirer quelque chose. Exactement. Et même dans ce cas, ils n'en ont pas vraiment envie. Ils veulent utiliser les avoirs russes pour créer une sorte de fonds d'investissement qui générerait des bénéfices. Enfin, si on revient à, c'était le point 27, je ne me souviens plus, 27, 28. 28. Je pense que nous en sommes à 20 maintenant. Mais, vous savez, l'un de ces points était qu'une centaine de milliards de dollars seraient prélevés sur les avoirs russes gelés et placés dans un fonds d'investissement, et que les États-Unis partageraient les bénéfices avec les Russes. C'est le plan américain de reconstruction de l'Ukraine, pour en tirer profit. Nous le savions depuis le début. Dès la première année de la guerre, les PDG de BlackRock et d'autres vautours et firmes vampires de Wall Street étaient en Ukraine, signant essentiellement un accord avec les Ukrainiens, disant « Nous prendrons en charge votre reconstruction quand la guerre sera terminée ». Je crois que c'était peut-être Goldman Sachs qui était particulièrement en vue dans cette affaire. Cela a été le cas tout au long de ces presque 4 dernières années. Cette œuf d'or qui se trouve au bout de la guerre, où certains s'emparent du butin, prennent le cadavre de l'Ukraine et sous couvert d'investissement et de reconstruction, la pilent pour ce qu'il en reste. Puis, ils en font essentiellement une esclave, une vassale, une créature de la finance occidentale. Vous savez l'idée qu'à la fin de tout cela, on assistera à la reconstruction de l'Ukraine. Mais ce sera quelque chose qui ramènera toujours aux banques, en particulier aux banques américaines. C'est ainsi que cela devait toujours se passer pour les Ukrainiens. Tu sais, je veux dire, il n'y a jamais eu de scénario ici où, même si par miracle, par une sorte de Deus ex machina, les Russes étaient vaincus et l'Ukraine reprenait tout son territoire, n'est-ce pas? Une sorte d'arrangement de type univers parallèle, une fantaisie, que les Ukrainiens en seraient aujourd'hui à s'être vendus aux banques américaines, qu'ils appartiendraient aux banques américaines. Tu vois, ça a toujours été le chemin que ça allait prendre. Et je ne devrais pas dire seulement les banques américaines, parce que je sais que les Européens ont été très fortement impliqués là-dedans. Je veux dire, c'est aussi l'une des choses qu'on a vues. La panique sur les marchés concernant les actions de la défense européenne ces derniers jours.
Et puis CNBC a publié hier un article dans lequel toutes ces entreprises européennes de défense diffusaient des communiqués de relations publiques expliquant que, vous savez, la paix ne signifiait pas la fin pour elles, qu'il y aurait des avantages liés au réapprovisionnement et toutes sortes d'autres choses vraiment grotesques. Ces fabricants d'armes disaient en substance que même avec la paix, ce ne serait pas la fin. En fait, ils expliquaient que la paix était la pire chose possible pour eux, parce que c'est le cas. Mais il y avait cette idée, je pense, en Europe, comme aux États-Unis d'ailleurs, car jusqu'à l'arrivée de l'administration Trump, on entendait des Américains comme Mitch McConnell parler des avantages économiques de cette guerre, de la façon dont elle finançait des emplois américains. Puis ce sont les Américains qui fabriquaient les systèmes de missiles Patriot et d'autres équipements de ce genre. Et je pense qu'il y avait ici une certaine dose de keynésianisme dans l'état d'esprit européen. Cette idée que, d'accord, c'est 200 milliards de dollars que nous allons prendre aux Russes, c'est 140 milliards d'euros que nous devons fournir à l'Ukraine au cours des 2 prochaines années. Sinon, elle s'effondre. Oui, une grande partie ira à l'Ukraine, mais une énorme part restera ici. Une énorme part ira à BAE. Une énorme part ira à Rheinmetall, n'est-ce pas? Une énorme part ira à Rafael. Vous savez, l'une des entreprises dont l'action a le plus chuté ces derniers jours, c'est Saab, en Suède, parce qu'elle était censée vendre 150 chasseurs Gripen à l'Ukraine. Ou quelque chose de fantaisiste. Vous savez, ça n'allait jamais se produire de toute façon. Mais oui, c'est un sujet, Nima, dont je pense que nous avons déjà parlé. Chaque fois que Zelensky venait aux États-Unis, il rencontrait les PDG des entreprises américaines d'armement. Et je dois croire que Zelensky, s'il était intelligent, disait à ces hommes et ces femmes, et ils sont assez intelligents pour le comprendre eux-mêmes, que si vous voulez les dizaines et dizaines de milliards de dollars de commandes en attente pour les armes destinées à l'Ukraine, ainsi que les dizaines et dizaines de milliards de commandes en attente pour le renforcement de la défense, l'accumulation d'armes en Europe au cours des dernières années, il vaut mieux que cette guerre continue. Et c'est une autre raison pour laquelle la neutralité est une idée si terrible pour les Européens et pour de nombreux Américains, parce que cela coupe ce robinet. Donc, si nous avons la paix en Ukraine, si l'Ukraine devient une nation neutre, il n'y a plus ces dizaines et dizaines de milliards de dollars de commandes en attente qui concernaient l'Ukraine. Et désormais, les Européens ont du mal à l'expliquer, sauf en continuant à agiter ce croque-mitaine et à entretenir la peur de la Russie. Le Wall Street Journal, d'ailleurs, et je me tairai après cette dernière remarque, a publié l'autre jour un article portant exactement sur ce dont nous parlons ici. Littéralement, au milieu du texte, il est écrit que sans cette propagande de la peur, les responsables politiques européens ne peuvent pas convaincre leurs citoyens de la nécessité d'augmenter les budgets de défense. Donc, sans rendre leur population irrationnellement craintive des Russes, ils ne peuvent pas justifier toutes ces augmentations massives de la taille de leurs armées, de leur budget militaire, de l'importance de leurs entreprises d'armement, et ainsi de suite.